peut aller une femme dont le désir de maternité dépasse la raison? Une femme pour qui la peur de perdre son mari, ses enfants, son image est insurmontable. Une femme dont le passé, rempli de traumatismes, la fait dériver de la réalité. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne pour découvrir aujourd'hui la terrible histoire de Lisa Montgomery, mère, mythomane et meurtrière. Lisa Marie Movent naît le 27 février 1968 dans le Melbourne au Kansas. 3 ans seulement après sa naissance, ses parents divorcent et sa demi-sœur Diane, alors âgée de 7 ans, est placée en foyer d'accueil. Jusqu'ici, et selon ses dires, elle était la meilleure amie de Lisa. Son rempart face à la violence de sa mère, sa protection face au baby-sitter peu recommandable engagé par celle-ci lorsqu'elle partait en soirée. Diane racontera lors du procès qu'elle dormait dans des lits jumeaux et qu'il arrivait qu'un de leurs baby-sitters vienne abuser d'elle alors que Lisa dormait juste à côté. Il lui apparaît comme évident que ces viols aient pu affecter le développement de sa petite sœur. Après le divorce, le père, John Patterson, ancien vétéran du Vietnam devenu alcoolique, ne s'occupera plus du devenir de ses filles. Il déclarera après coup regretter d'avoir laissé ses enfants à celle qu'il désignera comme étant une femme folle. Alors cette femme folle, de qui il s'agit ? Il s'agit de Judy Shaughnessy, la mère de Lisa. C'est également une alcoolique notoire, et avant même sa naissance, Lisa eut un départ tumultueux dans la vie puisque l'alcoolisme de sa mère a endommagé son cerveau, lui provoquant un retard et des troubles de l'apprentissage. En grandissant, elle a été abusée sexuellement par un de ses beaux-pères, Jack Kleiner, à de nombreuses reprises de ses 11 jusqu'à ses 14 ans. Interrogée à ce sujet lors de son arrestation, elle expliquera qu'il venait dans sa chambre la nuit et menaçait de s'en prendre à sa petite sœur si elle ne se laissait pas faire. Il lui arrivera même d'inviter des amis à lui pour violer la jeune adolescente avant de lui uriner dessus. People have to understand that children that go through childhood abuse, it changes who they are. I went through that and it took me years and years to overcome it. But I also had a good foundation that helped me overcome it. Lisa did not have that foundation and she was broken. En quête de soutien et de réconfort, elle ira le dénoncer auprès d'un de ses cousins, David Cadwell Sr., exerçant à ce moment-là la fonction de shérif. Mais il expliquera après coup ne pas avoir su quoi faire. Jack Kleiner ne sera jamais inculpé ou jugé pour ses allégations et prétendra devant un journaliste en 2005 qu'il s'agissait de fausses rumeurs répandues par Judy lors de leur divorce. Il décédera de mort naturelle en 2009. Durant ce 3e mariage, la famille déménagera énormément. Lisa vécut à Washington, au Kansas, au Colorado, à Oklahoma, en Californie et enfin au Texas. Elle fut décrite par la cour comme une enfant solitaire plongée dans ses livres. Lors de son divorce, Judy déclarera n'avoir été au courant que d'un seul viol sur sa fille de la part de son ex-mari. Mais cette mère de famille ne sembla pas vouloir faire mieux pour le développement de sa progéniture. De nature violente et instable, elle battait régulièrement ses enfants, y compris Lisa. Pour les punir, elle n'hésitait pas à leur faire prendre des douches glacées ou encore à les fouetter avec une ceinture, un cintre ou des cordons. Une anecdote fut rapportée par l'une des sœurs de Lisa. Un jour, en vue de donner une leçon à ses enfants, Judy exécuta à coups de pelle, devant eux, le chien de la famille, le frappant de toutes ses forces à de multiples reprises jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Plusieurs membres de la famille de Lisa témoigneront également que Judy se servait de sa fille pour du trafic, la prostituant pour son compte, ce qui aurait conduit la petite Lisa, encore adolescente, à subir de nombreux viols, enchaînant les clients que lui imposait sa mère parfois pendant plusieurs heures d'affilée. Lisa développera un syndrome post-traumatique après ces nombreux abus, ainsi que la capacité à se dissocier de la réalité. Elle en parlera d'ailleurs à plusieurs reprises, y compris à ce cousin faisant partie des forces de l'ordre, mais personne ne lui vint en aide. Ce climat, qu'on peut qualifier d'hostile, la conduira progressivement à un décrochage scolaire. Elle commencera alors à consommer de l'alcool en grande quantité dans le but de s'échapper mentalement.
après avoir découvert l'alcoolisme de sa fille, Judy lui pointera un revolver sur la tempe en menaçant de tirer si elle ne lui jurait pas d'arrêter immédiatement. En 1985, Judy se trouve un quatrième mari, Richard Bauman, et en 1986, Lisa, alors âgée de 18 ans, décide de quitter son foyer au bras de son premier mari, son nouveau beau-frère, Carl Bauman. De cette première union naîtront 4 enfants en un peu moins de 4 ans, 3 filles et un petit garçon. Carl n'avait cependant rien du mari rêvé. Violent et abusif, il malmenait Lisa sans toutefois qu'aucune plainte ne soit déposée à son encontre. Une vidéo, tournée chez eux, montrerait une scène de viol de Carl sur Lisa. C'est ce que rapportera le demi-frère de Lisa, Teddy Kleiner, avant d'être mystérieusement abattu dans la rue en 2019. Son meurtre reste à ce jour irrésolu. Après plusieurs accouchements prématurés, dont le dernier de 2 mois avant le terme, le médecin de Lisa lui conseilla une ligaturation des trompes, craignant pour sa vie en cas de nouvelle grossesse. Lisa n'était pas d'accord pour cette intervention, mais son mari et sa mère si, et ils ne lui laissèrent pas le choix. Elle se fit donc stériliser contre son gré. La relation entre Lisa et Carl était tumultueuse. Ils divorceront et se remarieront avant de définitivement divorcer en 1998, et la cour révélera que Carl n'était pas le père biologique de l'une des filles. Lisa continua son mode de vie nomade à l'âge adulte, déménageant jusqu'à 61 fois en 36 ans de liberté. En 1973, sa capacité à être une bonne mère fut remise en cause après que sa maison ait été jugée sale, qu'on ait vu ses enfants courir nus dans la cour, et que l'une de ses filles, alors âgée de 2 ans et demi, ait ingurgité une bouteille de Tylenol, soit du paracétamol. Après son divorce et un énième déménagement, Lisa rencontra son second mari, Kevin Montgomery. 1 an à peine après leur rencontre, ils se marièrent et s'installèrent ensemble. Durant ces 2 mariages, Lisa simula à plusieurs reprises des grossesses, inventant des excuses pour légitimer le fait qu'aucun bébé n'arrivait jamais. Elle racontait s'être fait avorter. Une autre fois, elle disait avoir fait une fausse couche et avoir laissé le corps aux soins de la science. Son avocate, Kelly Henry, expliqua devant la cour que Lisa avait compris lors de son premier mariage que lorsqu'elle prétendait être enceinte, elle évitait les viols. Par la suite, elle continua d'inventer ces histoires, et bien que tout le monde sache qu'elle mente, personne dans son entourage ne sembla se questionner sur son état mental. En tout cas, jusqu'à ce qu'en décembre 2004, elle simule une fois de plus une grossesse, et que son ex-mari s'en serve alors contre elle pour la dénigrer et réclamer auprès d'un juge la garde de 2 de leurs enfants, arguant le fait qu'une femme qui prétend être enceinte alors que c'est impossible ne peut pas être une bonne mère. Il apparaît alors comme évident à Lisa Montgomery qu'il lui faut un bébé à la suite de cette grossesse. Pour autant, 1 an avant sa rencontre avec sa future victime, Lisa tentera d'avoir accès à des soins psychiatriques, ce qui lui sera refusé faute de moyens financiers. S'enfonçant peu à peu dans ses mensonges de maternité, voyant la possibilité de perdre la garde de 2 de ses enfants approcher, Lisa finit par établir un plan d'action. Elle rencontra Bobby Joe Stinnett quelques mois avant le crime sur un forum en ligne réservé aux fans de chiens de race rat terrier. Elle se présenta à elle sous le nom de Darlene Fisher, en utilisant une fausse adresse mail, et expliqua être à la recherche d'un chiot pour Noël. Bobby, cherchant justement à donner une portée de chiot, convint avec elle d'un rendez-vous à son domicile, sans se douter de ce qui allait lui arriver. Bobby Joe Stinnett était une belle jeune femme qui venait de fêter ses 23 ans. Elle attendait son premier enfant et était rendue à 8 mois de grossesse, un événement dont elle parlait sur Internet, notamment à sa nouvelle rencontre, Darlene Fisher. Ce jour du 16 décembre 2004, elle ne s'est pas méfiée lorsqu'elle a ouvert la porte à cette femme, pensant avoir affaire à une banale mère de famille. Elle se contenta de dire à sa mère au téléphone « Je dois y aller, ils sont là ». Et c'est seulement après avoir fait entrer Lisa dans sa maison, seulement lorsqu'elle s'est retournée et penchée pour ouvrir la caisse contenant les chiots, qu'elle se sentit violemment tirée en arrière. Lisa, armée d'un fil à linge, avait attendu patiemment que sa victime baisse sa garde, avant de lui passer la corde autour du cou pour l'étrangler. La scène dura de longues minutes avant que Bobby ne finisse par perdre connaissance.
Lisa sortit alors un couteau qu'elle avait dissimulé sous ses vêtements pour lui ouvrir le ventre. Utilisant les connaissances qu'elle avait emmagasinées seule, elle entreprit une césarienne pour extraire le fœtus du corps de Bobby. Une fois le bébé hors des entrailles de sa mère, la douleur fit progressivement revenir celle-ci à l'état de conscience. Lisa tenta donc de l'achever en l'étranglant et une lutte s'ensuivit, durant laquelle sa victime parvint à lui arracher une mèche de cheveux. Malheureusement pour Bobby, elle perdait beaucoup trop de sang et était déjà si faible qu'elle finit par mourir. Lisa s'enfuit alors avec le nouveau-né, une petite fille, après avoir pris soin de couper son cordon ombilical et l'avoir nettoyé avec des chiffons trouvés dans la maison. Le corps de Bobby fut retrouvé 1 heure plus tard, lorsque sa mère, s'inquiétant qu'elle ne la rappelle pas, vint lui rendre visite. Sur le chemin du retour, Lisa téléphona à son mari Kevin pour lui expliquer qu'elle était partie faire des achats de Noël et qu'elle avait soudainement donné naissance à une petite fille. Le lendemain, ils présentèrent fièrement leur nouvel enfant à leur entourage, coiffé d'un bonnet rose et lui ayant donné pour nom Abigail. Pendant ce temps-là, les forces de l'ordre, prévenues par la mère de Bobby, étaient à la recherche de cette femme qui s'était fait passer pour Darlene Fisher et avait prévu de rencontrer Bobby le jour de sa mort. Ils s'intéressèrent alors au dernier mail reçu par la jeune défunte, dont l'adresse IP révélait une adresse. Avant de s'y rendre, les enquêteurs eurent la conviction qu'il s'agissait de l'adresse du tueur. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était de trouver Lisa Montgomery, assise paisiblement dans le sofa de son salon, tandis que la télévision diffusait une Amber Alert concernant le nourrisson disparu qu'elle tenait au même moment dans ses bras. Arrêtée à peine 24 heures après son crime, de l'ADN de Bobby Jo Stinnett fut retrouvé sous les ongles de Lisa Montgomery, tandis que son ADN à elle fut identifié dans les cheveux qu'avait arrachés sa victime dans leur lutte. Pourtant, dans les premiers temps, Lisa nie et donne plusieurs explications à la présence de ce bébé. Elle prétend d'abord avoir donné naissance à la clinique pour femmes de Topeka. Puis elle dira avoir accouché chez elle avec l'aide de 2 de ses amis et avoir menti à son mari. Ensuite, elle racontera avoir accouché seule chez elle alors qu'elle avait 2 amis au téléphone. Ou encore avoir accouché dans sa cuisine et jeté son placenta dans un ruisseau. Les enquêteurs chargés de l'interroger alterneront pendant plusieurs heures les rôles de gentil flic, mauvais flic, dans le but de la faire craquer. Mais c'est finalement quand on lui donna des cigarettes qu'elle finit par tout avouer. Et une fois lancée, c'est un flot ininterrompu de paroles qui s'écoula de Lisa, dans lequel elle raconta toute sa vie, en admettant avoir tué Bobby pour son bébé. Après ses aveux, les policiers interrogèrent son mari avant d'en conclure assez rapidement qu'il n'était en rien impliqué. Sa seule déclaration à ce sujet, relayée par la presse, sera « J'ai tenu ce bébé fièrement ». Cette affaire déboucha sur un long procès très médiatisé, durant lequel les avocats de Lisa Montgomery, ainsi que plusieurs experts de la santé, tenteront de faire reconnaître à la Cour que le crime de cette femme était explicable de par son passé d'enfant sexuellement abusé, neurologiquement diminué, issu d'un environnement social médiocre dans lequel elle aurait développé de multiples troubles mentaux, ainsi que des pseudosièses, c'est-à-dire des grossesses nerveuses. Lors du procès, l'enregistrement de l'appel passé au 911 par la mère de Bobby fut diffusé aux jurés. Sur les 11, 3 fondirent en larmes en écoutant cette grand-mère affolée expliquer aux urgentistes que le corps de sa fille semblait avoir explosé. Lisa Montgomery fut reconnue comme étant bipolaire, souffrant d'un syndrome post-traumatique, d'un trouble de la personnalité borderline, d'anxiété et comme étant psychotique. Les médecins suspectèrent également qu'elle souffre de dommages au cerveau dus à plusieurs accidents de voiture, ainsi qu'à ses multiples viols parfois très violents. Diane vint soutenir sa sœur pendant ce procès qui se déroula en 2008, parlant en détail de leur enfance et implorant la pitié du président Trump pour qu'il intervienne et permette à sa sœur d'avoir accès à des soins appropriés et soit condamnée à perpétuité plutôt que condamnée à mort. Malgré tous ses efforts, à elle et aux avocats de Lisa, la peine de mort fut prononcée. Durant son long séjour de 16 ans en prison, Lisa déclara aux journalistes que la prison était une bénédiction pour elle. En effet, elle s'y sentait à l'abri et encadrée, ce qu'elle n'avait pas connu jusqu'ici dans sa vie.
Après de multiples tentatives de la part de Lisa et de ses avocats pour changer sa peine, la date de sa mise à mort fut fixée, et la veille, il lui fut accordé un sursis de 24 heures. La mise à mort se déroula finalement le 13 janvier 2021 par injection létale. Des manifestants s'exprimèrent à l'encontre de cette peine, préférant la perpétuité pour les condamnés. Mais ils ne furent pas entendus. Quand on demanda à Lisa si elle avait une dernière chose à déclarer avant de mourir, elle répondit simplement « non ». Et ce fut tout. Lisa Montgomery fut déclarée morte à 1h31 à l'âge de 52 ans pour avoir commis un crime innommable et fut officiellement la première femme exécutée au niveau fédéral en 67 ans. Abigail, renommée par son vrai père Victoria Jo Stinnett, ressortit assez miraculeusement de cette histoire sans séquelles physiques et a fêté cette année son 16e anniversaire. Son père, ainsi que sa grand-mère, ont assuré lors du procès de Lisa tout mettre en œuvre pour qu'elle grandisse au mieux et déplorent simplement le fait qu'à cause de cette femme, son anniversaire est également celui de la mort de sa mère. Ainsi se termine la tragique histoire du meurtre de Bobby Jo Stinnett par Lisa Montgomery. Une histoire qui aura mis en lumière un phénomène de plus en plus courant ces 15 dernières années, le vol de fœtus par des femmes en mal d'enfants. Je vous remercie pour votre écoute et vous laisse me suggérer en commentaire une affaire que vous aimeriez voir apparaître sur cette chaîne. Ne vous fiez à personne et soyez sage si vous ne souhaitez pas apparaître dans ma prochaine vidéo. À bientôt.